Mon objectif ce soir est de montrer que cette allocution du président Assimi Goïta, que certains ont peut-être simplement entendu comme étant une allocution formelle, cérémonielle, classique, une allocution calibrée, une allocution en quelque sorte prévisible, cette allocution est paradoxalement celle dans laquelle la doctrine sacrée de la révolution du Mali Koura est décrite d'une manière extraordinairement logique, pertinente, percutante, une manière éclairante et illuminante par le leader de la révolution du Mali Koura, son Excellence, le président Assimi Goïta. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous en ce moment d'extrême gravité que traverse notre pays suite à des attaques terroristes survenues le 25 avril 2026. Ces attaques complexes, coordonnées et simultanées, ont visé les localités de Bamako, Kati, Kona, Mopti, Gao et Kidal. Grâce à la promptitude et au professionnalisme des forces armées et de sécurité, un violent coup d'arrêt a été donné aux assaillants, dont l'objectif était d'installer un climat de violence généralisée dans les localités concernées. Grâce au sang-froid des hommes engagés et au maintien de la cohérence de la chaîne de commandement, le plan funeste de l'ennemi a été déjoué, avec la neutralisation d'un nombre important d'assaillants. À l'heure où je vous parle, le dispositif est renforcé, la situation est maîtrisée et les opérations de ratissage, de recherche, d'exploitation du renseignement et de sécurisation se poursuivent. Maliennes, Maliens, en ces instants de douleur collective, ma première pensée va aux victimes et à leurs familles. Je m'incline devant la mémoire de nos compatriotes, civils et militaires, tombés sous les coups de la barbarie. J'adresse au nom de la nation tout entière mes condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et exprime ma compassion aux blessés. C'est avec une grande peine que je tiens à rendre un vibrant hommage à notre regretté ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, dont la disparition constitue une perte immense pour la nation malienne. Ce valeureux officier a servi le Mali avec loyauté, courage et dignité, avec un sens élevé du devoir à un moment où notre pays est engagé dans une lutte acharnée contre le terrorisme. À sa famille, à ses proches, à ses collaborateurs et à l'ensemble des forces armées et de sécurité, j'adresse la compassion et la solidarité de la nation. Son engagement restera gravé dans la mémoire collective et son sacrifice nous oblige. Qu'Allah lui accorde sa grâce infinie.
Mes chers compatriotes, ces attaques ne sont pas des faits isolés, elles s'inscrivent dans un vaste plan de déstabilisation conçu et exécuté par les groupes armés terroristes et les sponsors internes et externes qui leur fournissent du renseignement et des moyens logistiques. C'est le lieu de raffirmer la ferme volonté du Mali de maintenir le cap de sa refondation. Notre peuple a fait un choix, celui de la souveraineté et de la dignité qui symbolise la prise en main de son destin. Ce choix est l'expression d'une volonté nationale affirmée et assumée. Il a un prix et nous en sommes conscients. Bien que dur par sa nature, ce choix est le seul chemin qui vaille si nous voulons offrir à nos enfants un avenir libre, juste et prospère. Maliennes, Maliens, les épreuves que nous traversons en ces temps difficiles ne sont en réalité que des embûches sur la voie noble qui mène à la prospérité. Nous devons garder à l'esprit que c'est dans l'épreuve qu'une nation doit conforter sa cohésion et son unité. Un sursaut national est aujourd'hui indispensable et nous devons tous, comme un seul homme, nous ériger contre la division et la fracture sociale. Mes chers compatriotes, c'est plus que jamais le moment de faire confiance à vos forces armées et de sécurité engagées dans une lutte complexe contre le terrorisme. Les opérations se poursuivront jusqu'à la neutralisation complète des groupes impliqués et le rétablissement durable de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Je demande également à chaque citoyen, dans chaque quartier, dans chaque fraction et dans chaque village, de faire preuve de vigilance et de responsabilité, appuyer nos services en transmettant par les canaux officiels toute information utile au renseignement et à la prévention. C'est pourquoi je vous exhorte aussi à ne pas céder aux rumeurs, aux messages d'affolement ni aux manipulations. Par ces temps qui courent, la désinformation peut devenir une arme au service des terroristes. Le Mali a besoin de lucidité et non de panique. Je salue, en cette circonstance, la synergie d'action au sein de la Confédération des États du Sahel, dont la force unifiée œuvre sans relâche à la pacification de notre espace. Je tiens également à reconnaître la qualité de la coopération avec nos partenaires stratégiques, notamment la Fédération de Russie. J'ai instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer l'assistance aux victimes, soutenir les familles endeuillées et accompagner les blessés. La solidarité nationale ne doit pas être un vain mot, elle doit être un geste, une présence, un soutien concret. Aucune violence, aucune intimidation, encore moins des tentatives désespérées de déstabilisation ne sauront inverser la marche de notre pays.
La refondation se poursuivra, la souveraineté se consolidera, notre peuple, debout et résilient comme jamais, triomphera de cette épreuve. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. Je suis quelqu'un qui suit et analyse depuis plusieurs années les discours du président Assimi Goïta. Je vous dis que celui-ci est, de mon point de vue, celui dans lequel il a déposé en 12 minutes la doctrine de la libération malienne, la doctrine de la libération africaine. Celui qui a compris cette allocution ne peut pas être dominé. Celui qui a compris cette allocution ne peut pas se soumettre devant les forces ténébreuses qui tentent de reconduire l'Afrique dans les formes les plus archaïques de la domination, de la servitude. Celui qui a compris, celui qui a reçu la lumière, qui brille dans le propos du président Assimi Goïta, dans ces 12 minutes sacrées et intenses, où sans excitation, sans agitation, il a affirmé le cap. Celui-là sera investi de l'énergie qui anime les nobles maliennes et maliens au combat, les nobles sahéliennes et sahéliens au combat, les nobles africaines et africains au combat pour la souveraineté réelle du continent africain et la fin de 5 à 6 siècles d'humiliation inacceptable. Je commence par l'analyse de l'attitude non verbale, le langage non verbal du président Assimi Goïta, c'est-à-dire ce qu'il nous a dit en passant par autre chose que la parole, le verbe. Le président Assimi Goïta nous parle par son attitude physique. C'est une allocution qui est dite dans une posture de calme, avec une voix grave, une voix habitée par une émotion maîtrisée. Par son attitude physique, le président Assimi Goïta montre qu'il porte sur ses épaules, en lui-même, toute la conscience de la gravité du moment historique dans lequel se trouve son peuple et dans lequel se trouve la révolution dont il est le leader, la révolution du Malikoura. Vous savez, lorsque Assimi Goïta passe 4 jours, se met à l'abri et réfléchit, je ne suis pas sûr. Assimi Goïta, c'est un militaire qui a dû affronter les djihadistes et même les Français pour jusqu'à prendre le pouvoir. Assimi Goïta n'est pas un trembleur. Assimi Goïta est un combattant. Ça dit que l'avantage que l'AES a, c'est d'avoir des militaires, des leaders militaires au pouvoir qui ont combattu sur le terrain. Eh bien, pourquoi Assimi Goïta a fait 4 jours dans un abri? Vous pensez que c'est pour fuir? Non. Non, c'est très mal connaître Assimi Goïta. Je rappelle ici qu'Assimi Goïta est celui qui a permis l'AES, qui a rendu l'AES possible. C'est Assimi Goïta. Oui. Par la maîtrise de son émotion, par la domination de sa tristesse, par son apparente impassibilité, le président Assimi Goïta indique qu'il se sent investi de la confiance de son peuple, qu'il se sent investi de la bénédiction des plus nobles ancêtres de la terre bénie africaine du Mali, qu'il se sent investi de la grâce, de la merveille et de la baraka, pour ainsi dire, divine, au moment de parler. Cela veut dire que le silence pendant 4 jours d'Assimi Goïta, son absence sur la scène et sur les caméras pendant 4 jours, veut dire beaucoup de choses. Ce que les Russes viennent dire à Assimi Goïta, je pense qu'Assimi Goïta est le premier à le dire aux Russes que j'ai un problème et j'ai un souci. Et des grands hommes, ceux qui sont capables d'aller à la bataille, sont toujours ceux, lorsqu'ils se trouvent confrontés
à l'impensable, à l'imaginable, à l'incroyable. Ils prennent un petit recul pour observer la situation et voir clair sur ce qu'il faut faire. Assimi Goïta, dans sa sortie, l'autre jour, n'a pas tout dit. Eh bien, et comme je le disais, et tout le monde peut le voir, le peuple malien, d'ailleurs, la diaspora malienne, a fait des manifestations monstres en Europe. Les médias mainstream ne vont pas vous les montrer. Mais les images sont dans les réseaux sociaux. La diaspora malienne a fait des sorties monstres. Nous sommes en direct du parvis de l'hôtel de ville de Montreuil en région parisienne, à l'appel du Haut Conseil des Maliens de France. Vous voyez là, ce sont des centaines de personnes qui se sont déplacées ici pour un rassemblement en soutien au peuple malien qui a été frappé par une série d'actes terroristes menés par le FLA et le JNIM, que ce soit à Kidal, à Gao, à Kati et dans d'autres endroits du Mali avec son lot de victimes. Et donc tous ces gens qui ne sont pas tous des Maliens, il y a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des élus français d'origine malienne et des élus français tout court qui se sont déplacés ici à la mairie de Montreuil pour témoigner de leur solidarité envers le peuple malien, soutenir le peuple malien dans ces moments très très difficiles. Donc là on a le début de l'hymne national du Mali. Les Maliens, on les voit même à Kidal. Et ils n'ont pas peur des représailles au cas où vraiment les terreaux et les pro-occidentaux regagnaient une partie du Mali. Ils n'ont pas peur des représailles. Bref, c'est un visage découvert. Dans les images et les vidéos de la traque de ces imbéciles, vous voyez les Maliens qui traînent les corps, qui brûlent, qui détruisent les corps et les personnes, et c'est ce terreau. Ils se filment eux-mêmes en train de le faire. Cela veut dire que les Maliens savent ce que pèse Assimi Goïta pour eux. Et donc en retour, tous ceux qui sont contre le régime ou alors la gouvernance de Assimi Goïta sont contre les Maliens. C'est un homme qui, sans avoir dit un seul mot, par son attitude physique, par son expression non verbale, inspire la confiance, la détermination, le calme, mais en même temps qui montre une dimension farouche. Le non-verbal comprend une autre dimension. Les médias mainstream du néocolonialisme français et leurs succédanés africains, relayant la merde des ennemis de l'indépendance africaine tapis à Paris, dirigés par le chef de la junte néocolonialiste française Emmanuel Macron, car c'est ce qu'il est,
ont tenté de répandre à un moment donné la rumeur selon laquelle le président Assimi Goïta aurait quitté son poste de commandant en chef et aurait, pour ainsi dire, quel odieux mensonge, essayé de sauver sa peau au moment le plus chaud de l'estocade qu'on a cru porter contre son régime. On a prétendu qu'il n'était pas à Bamako, on a prétendu qu'il n'apparaissait pas parce qu'il ne dirigeait pas le Mali, on a menti, jusqu'à ce que l'homme, posément, dans une réaction maîtrisée, calibrée, laisse revenir sur le sol malien son premier ministre chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, le laisse s'exprimer, visiter les blessés aux côtés du président du Conseil national de transition, le général de corps d'armée, si je ne m'abuse, Malik Diao. Puis à son tour, on a vu le président Assimi Goïta dans la famille de son frère, compagnon, ami, le ministre d'État général de corps d'armée Sadio Kamara, aux côtés de notre mère qui vient de perdre son fils. On a vu le président Goïta par la suite dans cette allocution ce soir. Avant, on l'a vu recevant dans une audience solennelle l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, son Excellence Gromyko. Par 3 apparitions incontestables, le président Assimi Goïta a rappelé l'évidence. En tant que le premier des Maliens, il est le dernier dont on puisse imaginer qu'il puisse se défausser de ses responsabilités. Le président Assimi Goïta ne fait pas partie de ces dirigeants ouïa-ouïa qu'on connaît, qui savent qu'ils doivent le pouvoir au néocolonialisme français et au coup d'État néocolonialiste, et qui, au premier coup de pétoire, grimpent sur les murs, s'envolent sur des barrières, courent dans les chars français se cacher à l'ambassade de France, se réfugient au Gabon et se précipitent dans le premier avion qui les ramène à Paris. Non! Le président Assimi Goïta n'est pas de ces hommes qui prennent la poudre d'escampette. Il refuse, comme le valeureux général Sadio Kamara, d'être classé parmi les sauteurs de clôture. C'est un homme d'État, c'est un homme de devoir, c'est un homme de courage, c'est un homme de passion, c'est un homme de sacrifice, comme ses compagnons. Le premier mot qui me marque dans le discours, c'est le mot d'extrême gravité de l'attaque terroriste du 25 avril. Pourquoi cette attaque est-elle extrêmement grave? Il y a 3 raisons. Le président Goïta nous les donne. C'est une attaque extrêmement grave parce qu'elle est complexe. C'est une attaque extrêmement grave parce qu'elle est coordonnée. C'est une attaque extrêmement grave parce qu'elle est simultanée. Chacun de ces mots est un gisement de connaissances. Pour ceux qui ont l'oreille politique, géostratégique et géopolitique. Commençons par complexe. Par complexe, le président Goïta veut signaler que c'est une attaque qui a été faite avec des moyens variés et modernes. C'est une attaque qui a été faite avec de la haute technologie. Et, justement, il y en a donc dont les privilèges commencent à taper sur la table. Ils sont impatients de passer à la caisse. La main est très forte de l'autre côté. D'ailleurs, détrompez-vous, peut-être les grosses têtes. Parce que si c'est pour les petits bambouins là, il y en a même qui se sont révoltés, qui ont déposé les armes. On croit que l'armée les a neutralisés, non. Ils sont aussi des centaines et des centaines qui ont déposé les armes. Parce qu'ils disent qu'on les a trompés. On les a donné 10 000 francs.
Et vous pensez que les gens qu'on a donné 10 000 francs, on les a formés en quoi? Regardez les armes que l'armée malienne récupère. Souvenez-vous encore de certains, je veux dire, des médias occidentaux qui parlaient à un moment donné où les rebelles attaquaient un peu plus et on leur demandait où sortaient les armes des rebelles. Ils disaient qu'ils récupéraient les armes auprès de l'armée malienne. Vraiment, vraiment ahurissant, vraiment abrutissant. Eh bien, si vous voyez les armes que l'armée malienne récupère, si vous voyez les armes qu'on met entre les mains des petits cons, vous vous posez des questions, mais c'est terrible. La complexité de l'attaque indique que ce n'est pas une attaque de simples groupes de bandits, de voyous, ramassés à tous les carrefours et amenés dans une aventure quelconque. Non, c'est une attaque complexe. La notion de complexité renvoie ici à la nature des moyens utilisés. L'attaque a été menée par des groupes terroristes qui détenaient des moyens de transport classiques, ce qu'on peut trouver dans une armée classique. Ils n'avaient pas que les traditionnels motos qu'on leur connaît. Ils avaient des véhicules blindés, des véhicules munis d'armes automitrailleuses. Ils sont venus avec des drones, c'est-à-dire avec des moyens d'attaque aérienne. Ils sont venus avec du renseignement aérien, un renseignement qui ne peut être obtenu que par des voies satellitaires, c'est-à-dire grâce à des puissances militaires possédant des satellites qui filment le sol malien, le sol africain. Est-ce que vous comprenez? Ils se sont présentés face à l'armée malienne avec les moyens d'une armée classique. Armes de poing, munitions de combat, moyens de locomotion, véhicules de combat, mitrailleuses lourdes, lance-roquettes, obus, drones d'attaque aérienne, missiles sophistiqués de type européen et américain, tels les missiles Stinger. L'armée malienne a été confrontée à une armée terroriste. Quand le président Goïta parle de complexité, il veut expliquer clairement aux Maliens que c'est une attaque qui est une attaque de puissance concertée. Il y a un deuxième mot, une attaque coordonnée. Que cache la notion de coordination? Ça veut dire qu'il y a des états-majors qui ont réfléchi et qui ont mis en place une organisation de combat. Il ne s'agit pas d'escarmouches. Les terroristes, petits grains, nous ont habitués à faire des coups d'éclat. Un attentat par-ci, un kidnapping par-là, un assassinat crapuleux par-ci, et puis ils essayent de se barrer. Mais là, on a affaire à une coordination. La coordination, c'est qui? C'est l'ensemble des forces qui ont été organisées en utilisant des faux noms différents, mais qui en réalité renvoient au même nom. C'est une coordination des forces issues de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, les forces qui ont détruit la Libye, qui ont assassiné Kadhafi en 2011. Ces forces-là étaient coordonnées de la même façon que celles qui attaquent le Mali, parce que ce sont les mêmes forces. Au sommet de tout ceci, il y a l'OTAN. Et au sommet de l'OTAN, ce sont les États-Unis qui chapeautent tout le système. Soit ils dirigent les opérations, soit ils observent passivement les opérations. Quand on parle de l'OTAN, le sommet, c'est les États-Unis. Les États-Unis ont deux postures dans les opérations menées par leurs alliés. Première posture, une posture active. Ils se présentent eux-mêmes. Ils bombardent comme ils ont fait en 2011, comme ils ont fait au Nigeria, comme ils ont fait en 2011 en Libye, comme ils font actuellement en Iran, comme ils ont fait au Venezuela. La deuxième posture, quand les alliés des États-Unis, c'est-à-dire les membres de l'OTAN, attaquent, les États-Unis sont au courant de tout. Ils supervisent tout. Ils ne se mêlent pas de l'action directe, ils laissent leurs alliés opérer. Et l'allié américain qui a opéré en avant-garde, c'est la France.
Le deuxième pays proxy, quant à lui, de l'OTAN qui a opéré en avant-garde, c'est l'Ukraine. Les autres pays qui opèrent en avant-garde dans cette attaque sont l'Algérie, la Mauritanie, et dans la CEDEAO, tout naturellement, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria. Vous avez entendu? Il n'y a aucun risque de se tromper dans la liste que je viens de vous donner. Je dis bien, 1, les États-Unis, cette fois-ci par complicité passive, parce que de toutes les façons, ils savent que c'est la France qui essaye de reconquérir son puits d'or, qui était le Mali, son puits d'uranium, son puits de manganèse, de coltan, de lithium, qui était tout le Liptako-Gourma, c'est-à-dire le Burkina Faso et le Niger. Les États-Unis savent que c'est cela. Ils ont des satellites sur le Sahel et ils ont vu toute l'opération s'organiser. Ils ne s'en sont pas mêlés directement, même s'ils regardaient cela avec bienveillance. Ils ne s'y sont pas opposés parce que globalement, cela fait leurs affaires. Donc, vous notez bien l'organisation complexe et coordonnée. Au sommet, c'est l'OTAN, comme en Libye. Vous prenez le modèle libyen. En bas de l'OTAN, c'est-à-dire donc des États-Unis, la France, de Macron. En bas de la France de Macron, vous avez les pays de la CEDEAO soumis à la France de Macron, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire de Ouattara, le Bénin de Talon, le Nigeria de Tinubu, qui a ouvertement maintenant donné à la France le pouvoir d'installer ses troupes coloniales au Nigeria. Et vous avez dans la zone nord, opérant ouvertement contre le Mali, l'Algérie d'Abdelmajid Tebboune, et là c'est une piqûre de rappel pour nos frères nigériens qui ont cru qu'ils pouvaient faire quelque chose avec l'Algérie. Mes frères du Niger et mes sœurs du Niger sont en train de voir ce qui est arrivé au Mali. Avec la complicité de cette Algérie qui joue au Ponce Pilatisme. J'ai vu la déclaration de son ministre des Affaires étrangères, c'est juste intolérable de diabolicité. L'opération qui a été menée ne serait pas possible sans la complicité, sans les bases arrière des groupes terroristes en Algérie et en Mauritanie. Pour agrémenter cela, prenons par exemple le cas de la France. Mais Oumar Mariko, qui s'est affiché en dernière date comme étant le porte-parole des terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique, il était réfugié politique où? Vous ne l'avez pas vu? D'où est-ce qu'il est parti pour venir au Sahel faire son numéro, Oumar Mariko? De France. Oumar Mariko est un suppôt de la France dans la déstabilisation du Mali. C'est évident ou ce n'est pas évident? Vous avez vu la part belle qu'on lui fait dans France 24, RFI, Jeune Afrique, les traditionnels médias qui encensent les criminels anti-africains. Prenez Mariko, tracez son mouvement. On prend Mahmoud Dicko. À qui Mahmoud Dicko doit-il sa carrière? À l'Algérie, à la Mauritanie, à la France. Regardez comment il est traité dans les médias français. Prenons un troisième personnage, Iyad Ag-Ghali. À qui Iyad Ghali doit-il sa carrière? Il doit sa carrière à qui? Iyad Ag-Ghali doit sa carrière à la Mauritanie, à l'Algérie et à la France. Regardez comment il est traité dans les journaux de ce pays. Et comment il est hébergé, protégé, soigné avec ces hommes dans ces pays depuis plusieurs années. Troisième chose, simultané. Simultané. C'est-à-dire que la simultanéité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils ont agi en même temps. Ils ont agi en même temps, pourquoi? Parce qu'ils ont le même état-major. Leur état-major suprême, c'est l'OTAN. Leur état-major intermédiaire, c'est Paris. Et leur état-major au troisième degré, c'est la CEDEAO. Les pays de la CEDEAO qui sont soumis aux 4 volontés de Paris et de l'OTAN. Et puis, leur état-major sur le terrain, bon, ce sont les chefs d'opérations terroristes qui ont agi à Bamako, à Kati, à Kona, à Mopti, à Gao et à Kidal. Est-ce que vous avez compris? Complexe, coordonné, simultané. Le président Goïta nous dit, ils paraissent différents, mais ils ont un seul chef. C'est l'impérial terrorisme occidental. Référez-vous à notre maître ouvrage. Cela veut dire que les autorités maliennes savaient qu'une attaque de cette nature couvrait. Pour pouvoir lui imposer un violent coup d'arrêt, il fallait avoir anticipé. Car le programme était ni plus ni moins que le renversement
du gouvernement de la révolution du Mali Koura du président Assimi Goïta et l'instauration d'un régime de califat et d'émirat ici au Mali, sur le modèle de ce qui s'est fait en Syrie, de ce qui s'est fait en Irak, de ce qui s'est fait en Afghanistan et de ce qui se fait actuellement en Libye ou au Soudan. Il s'agissait d'imposer une balkanisation de facto du Mali un et indivisible, une division de 1 241 000 km² de ce pays. C'était cela, l'objectif. Alors, ils ont échoué, pourquoi? Parce que les forces armées maliennes les attendaient. Alors, l'ennemi, il y a deux façons de l'attendre. Première façon de l'attendre, on anticipe pour l'empêcher d'entrer. Deuxième façon de l'attendre, on le laisse entrer, on l'enveloppe et on l'écrase. Quand je regarde la manière dont les forces armées maliennes ont réagi, j'ai le sentiment qu'elles ont choisi la logique de l'enveloppement. C'est-à-dire que littéralement comme un python, les forces armées maliennes ont ouvert largement leur bouche et l'agouti terroriste est venu s'y engouffrer en pensant qu'il était en train de circuler dans les eaux fraîches de la mangrove et de la forêt. Quand il est entré dans la gueule du python, elle s'est refermée et s'est mise à l'avaler. Quand je regarde la structure de tous les combats qui ont eu lieu sur toutes les villes qui ont été évoquées, à savoir Bamako, Kati, Kona, Mopti, Gao, Kidal, même Kidal où, selon les informations officielles, se poursuivent les opérations, je vois que l'armée malienne, bénéficiant de la grandeur de l'espace malien et de la maîtrise de cet espace, a procédé par enveloppement de l'ennemi. Quand on voit les premières images de l'entrée des forces ennemies dans les localités maliennes, on a l'impression qu'il n'y avait pas d'armée malienne au moment où ces gens entraient. Et je pense qu'ils ont eux-mêmes été bercés par l'illusion qu'il n'y avait pas d'armée malienne. Mais aujourd'hui, quel est le constat de tous ceux qui observent la suite des opérations? C'est que tous ceux qui sont entrés, pour l'essentiel, ne sont pas ressortis. Tu rentres, mais tu ne sors plus. Quand tu rentres, tu ne ressors que sous deux formes, prisonnier ou neutralisé. Et l'armée malienne a d'autant plus procédé de cette façon qu'elle a le bénéfice du soutien de la population. La population étant en confiance avec les FAMA et en soutien des FAMA, n'a pas hésité à constituer littéralement des comités d'autodéfense spontanée pour liquider l'ennemi. Quelques heures plus tard, allongés au sol, ce sont des centaines et des milliers d'hommes mobilisés depuis le Darfour, recrutés dans tout le lumpen prolétariat criminel et mercenaire sur la bande sahélienne. Ce sont des centaines de ces hommes qui étaient allongés au sol. Selon certaines évaluations, l'ennemi se chiffrait entre 10 000 et 12 000 hommes en armes, chargés d'attaquer le Mali. Vous imaginez, 10 à 12 000, c'est une armée qui attaquait le Mali. Il est difficile, quand vous avez 10 à 12 000 hommes qui sont chargés de vous attaquer, d'essentiellement livrer immédiatement une guerre frontale de choc. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a 10 à 12 000 hommes, il y a ce qu'on appelle le phénomène de l'étirement du front. Le front est très étiré. Si vous avez juste 1000 hommes devant vous, même 1000 hommes en s'éloignant l'un de l'autre, mettons de 100 mètres, ils font un petit front. Mais quand vous avez 12 000 hommes qui attaquent, et qui attaquent sur combien de positions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire sur un front étiré qui va du sud au nord. Si vous choisissez la stratégie de la confrontation frontale, vous ne pourrez pas empêcher les débordements. L'armée malienne a manifestement choisi la stratégie de la nasse. Ils les ont mis dans la nasse. Pour utiliser une expression camerounaise, il s'agissait de les mettre dans la marmite. Comme le dit le vieux despote de mon pays natal, Biya Paul. Il s'agissait de les mettre dans la sauce. Ils sont entrés dans la sauce. Et la sauce a cuit avec eux.
Donc, le président Assimi Goïta, en général d'armée, en stratège, loue la capacité que son armée a eue malgré la perte tragique du chef du département de la défense, le général de corps d'armée Sadio Kamara. La capacité que l'armée a eue de faire face était à la mesure de la gravité de la menace. C'est 10 000 à 12 000 hommes qui attaquaient. Ce n'est pas une affaire. En 2022, en 2023, en 2024, on a eu affaire à des attaques menées par quelques centaines d'hommes. Là, c'était 10 à 12 000. Je donne ce chiffre en me basant sur les dénombrements qui ont été publiés par la Fédération de Russie, qui a participé au combat. Il dit que c'est une attaque qui relève d'un vaste plan de déstabilisation. Avant, il avait parlé d'un plan funeste. C'est le plan de l'OTAN, c'est le plan de la France, c'est le plan de la CEDEAO néocolonisée, c'est le plan algérien, c'est le plan mauritanien. Et c'est le plan de ces plans. Parce que tous ces plans relèvent du même plan, à savoir le projet de recolonisation de l'Afrique par les puissances de l'OTAN et leurs alliés du Moyen-Orient. On avait donc, dans ce plan, nous dit le président Assimi Goïta, les groupes armés terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique. Je ne vais pas réexpliquer aux gens ici que ces deux organisations terroristes ont été créées par les services américains dans les années 80 et dans les années 2000. Tout le monde doit savoir que c'est une information scientifique. Le dire, ce n'est pas une diffamation. Al-Qaïda est une création de la CIA pour combattre les soviétiques en Afghanistan. L'État islamique, Donald Trump lui-même a vendu la mèche, est une création de l'administration américaine Obama-Clinton. Ces deux organisations terroristes ont coopéré avec tous les gouvernements de l'OTAN, et notamment le gouvernement français. Et cela depuis leur création. Dans le cas d'espèce, pour ce qui est de l'État islamique et d'Al-Qaïda, depuis le régime notamment de François Hollande. Une coopération étroite entre ceux qui gouvernent la France et les chefs de ces organisations terroristes a été notée, jusqu'à la réception sur tapis rouge à l'Élysée de l'adjoint d'Al-Qaïda, Ahmed Al-Shara, et à sa donation de parfum par Donald Trump à la Maison-Blanche. Quand le président Goïta dit il y a les groupes armés terroristes et leurs sponsors, vous les connaissez. Et il dit qu'ils ont des sponsors internes et externes. C'est qui les sponsors internes? C'est l'opposition instrumentalisée par Paris, qui est adossée sur les pays de la CEDEAO néocolonisés. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria et les pays d'Afrique du Nord qui sont dans une stratégie de guerre hybride contre le Mali parce qu'ils veulent voler les richesses du nord du Mali. La Mauritanie et l'Algérie. Pour agrémenter cela, prenons par exemple le cas de la France. Mais Oumar Mariko, qui s'est affiché en dernière date comme étant le porte-parole des terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique, il était réfugié politique où? Vous ne l'avez pas vu? D'où est-ce qu'il est parti pour venir au Sahel faire son numéro, Oumar Mariko? De France. Oumar Mariko est un suppôt de la France dans la déstabilisation du Mali. C'est évident ou ce n'est pas évident? Vous avez vu la part belle qu'on lui fait dans France 24, RFI, Jeune Afrique, les traditionnels médias qui encensent les criminels anti-africains. Prenez Mariko, tracez son mouvement. On prend Mahmoud Dicko. À qui Mahmoud Dicko doit-il sa carrière? À l'Algérie, à la Mauritanie, à la France. Regardez comment il est traité dans les médias français. Prenons un troisième personnage, Iyad Ghali. À qui Iyad Ghali doit-il sa carrière? Il doit sa carrière à qui? Iyad Ghali doit sa carrière à la Mauritanie, à l'Algérie et à la France. Regardez comment il est traité dans les journaux de ce pays. Et comment il est hébergé, protégé, soigné avec ces hommes dans ces pays depuis plusieurs années. Les moyens de renseignement, ça renvoie pas simplement aux renseignements sur le terrain. Les moyens logistiques, je les ai décrits du mieux que je pouvais. Le renseignement, les moyens internes, c'est donc l'opposition instrumentalisée par Paris. Les moyens internes, ce sont une ribambelle de chefs religieux radicalisés et qui sont chargés de tenter de semer la pagaille sous couvert d'enseignement religieux à l'intérieur du pays. C'est aussi, bien sûr, des individus stipendiés dans la société civile
qui se glissent même dans certains médias et qui utilisent les réseaux sociaux pour semer la zizanie à l'intérieur du Mali. Voilà la 25e colonne. Voilà la 25e colonne. Voilà la colonne de la 25e heure. Enfin, ces ennemis internes, ce sont des complicités à l'intérieur de l'appareil de défense et de sécurité. Car il n'a échappé à personne que une partie des opérations que le Mali vient de subir n'aurait jamais pu atteindre les quelques objectifs qui ont été atteints sans des faiblesses internes. Et ces faiblesses internes viennent du fait que, comme on l'a vu depuis le coup d'État qui a été essayé au mois d'août, il y a des brebis galeuses qui traînent dans les chaînes de commandement, qui ne font pas correctement leur travail. Et c'est de ça que nous parle le président Assimi Goïta. Il nous dit, les traîtres, ils ne sont pas que dehors, ils sont dedans. Le traître est à côté. Quand je regarde le storytelling, par exemple, qui tourne autour des conditions dans lesquelles la voiture piégée a pu aller frapper les murs de la maison du général Sadio Camara, on sait qu'il fallait forcément des gens qui revendiquent une proximité avec lui pour que tous ces barrages-là soient franchis. Il faudra après ça faire une purge. Parce que très vite on a compris qu'il y a des gens qu'on va envoyer dans l'armée, même dans une partie de l'armée qu'on va envoyer, et qui va plutôt aller prêter main forte. Oui, c'est ça que les Russes ont averti. Nous ne voulons pas perdre dans notre mission de vous sécuriser. Alors, messieurs les autorités, prenez les dispositions qui s'imposent. Il faut faire une purge. La nécessité de consolider, de renforcer le dispositif. Quand il dit consolider, renforcer le dispositif, c'est parce qu'il reconnaît qu'il y a eu des failles. Il y a eu des faiblesses. Parce qu'on n'aurait pas pu tuer le général de corps d'armée Sadio Camara s'il n'y avait pas eu des failles et des faiblesses. Et si nous ne le reconnaissons pas, nous nous condamnons à nous exposer à ce que ça recommence. Donc, le président Assimi Goïta, dans son allocution, procède même à une autocritique, à une auto-évaluation. Et il dit, nous allons renforcer. J'ai entendu une phrase du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, lors de son allocution. Lui aussi a dit, nous allons tirer toutes les leçons de ce qui s'est passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des dysfonctionnements auxquels on doit faire face. Puisque de toutes les façons, en face, ils ont décidé d'avoir la peau de toute la révolution du Mali courant. Nous sommes condamnés à réfléchir. Nous sommes condamnés à boucher les failles. Nous sommes condamnés à regarder. Le président a dit, les sponsors internes. Interne veut dire interne à l'Afrique. C'est les gens de la CEDEAO. Interne veut aussi dire interne au Mali. Ce sont les traîtres à la Marico, à la DICO, à toute cette bande d'opposaillons réfugiés à Abidjan et à Paris, qui se pourlèchent les babines en voyant assassiner un grand officier du Mali, notre frère bien-aimé, le général de corps d'armée, Sadio Camara. Oui, le président Goïta dit ils ont bénéficié de renseignements. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? À savoir que les satellites américains, les satellites français ont renseigné les groupes terroristes. Parce que pour que l'opération soit coordonnée, une opération complexe comme ça, il faut du renseignement aérien. Il faut du travail sur les cartes. Il faut vraiment une programmation à la minute près. Il faut une coordination. Il faut un état-major de haute technologie. Le président Goïta dit ils ont bénéficié de renseignements. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? À savoir que les satellites américains, les satellites français ont renseigné les groupes terroristes. Parce que pour que l'opération soit coordonnée, une opération complexe comme ça, il faut du renseignement aérien. Il faut du travail sur les cartes. Il faut vraiment une programmation à la minute près. Il faut une coordination. Il faut un état-major de haute technologie. Parce que c'est une campagne militaire organisée pour une armée. C'était de 10 à 12 000 hommes. Ce n'est pas simplement quelques hordes de terroristes qu'on a mis en mouvement contre le Mali. Il s'agit d'une opération pour briser le Mali. Et voilà pourquoi ils vont recommencer.
Ils vont tout faire pour utiliser jusqu'au bout les troupes qu'ils ont mobilisées. Ils ont mis beaucoup d'argent dedans. Ils ont mis beaucoup de logistique dedans. Et ils ont mis beaucoup d'espoir de remettre la main sur l'or malien, sur l'uranium nigérien, sur le manganèse et l'or burkinabé. Ils ont vraiment misé gros. Le président explique pourquoi nous souffrons en Afrique. Nous qui avons décidé de lutter contre le despotisme, contre le néocolonialisme, contre l'impérialisme. Pourquoi nous souffrons en Afrique? Nous qui nous battons pour mettre fin au terrorisme sur les terres de nos ancêtres. Pourquoi nous souffrons? Le président Goïta dit, écoutez bien, nous souffrons parce que nous avons choisi la souveraineté et la dignité. Les raisons pour lesquelles nous on souffre, les raisons pour lesquelles je me retrouve avec mes biens gelés par le chef de la junte néocolonialiste française, Emmanuel Macron. Je me retrouve décrété, soi-disant ennemi de la nation française, de la défense de la diplomatie française, par l'autocrate, le dictateur, le despote au long nez, Macron Emmanuel. C'est juste parce que j'ai dit, comme le président Goïta, comme le président Tiani, comme le président Traoré, comme le général de corps d'armée, Sadio Kamara. L'Afrique aux Africains. La souveraineté. C'est à nous, Africains, qu'il appartient de décider des affaires africaines. Le président Goïta dit, on meurt et on vit pour ça. Pour être reconnus comme les ayants droit de l'Afrique. Parce que nous ne sommes pas reconnus comme ayants droit de l'Europe. Nous ne sommes pas reconnus comme ayants droit de l'Amérique. Nous ne sommes pas reconnus comme ayants droit de l'Asie. L'endroit de la terre où nous, les Africains, nous sommes reconnus comme des ayants droit, c'est ici. Donc, la souveraineté est une valeur essentielle de notre vie. Notre vie n'a pas de sens si nous ne sommes pas souverains. Et vous voyez que le Mali est à la même situation que l'Iran aujourd'hui, sauf que le Mali n'a pas atteint le niveau scientifique et stratégique de l'Iran. Mais les procédés sont les mêmes. Il faut donc tout faire pour les bloquer. Ce mot souveraineté vient du latin superus, qui veut dire ce qui est supérieur. Qu'est-ce qui est supérieur? C'est le droit de décider par nous-mêmes, de choisir par nous-mêmes, d'être en ressemblance de celui qui nous a créés, de faire usage de notre libre arbitre, de notre entendement, de notre raison, de notre imagination, de notre volonté. Diantre! La souveraineté. Chers Iraniens, vous qui êtes fiers de votre pays, de votre souveraineté retrouvée, aidez le président malien Assimi Goïta. Aidez-le. Nous venons à rescousse. Je suis en train de travailler pour ça. Nous venons à l'AES. Je viens et je mobilise ce que je peux mobiliser. Nous devons venir à l'AES, au Niger, au Mali, au Burkina Faso, demander aux autorités en quoi nous pouvons les être utiles. Et nous devons les être utiles. Parce que les être utiles, c'est nous être utiles. Qui sommes-nous, aiguilleurs de conscience, créateurs de contenu, influenceurs, si en Afrique nous ne pouvons pas être efficaces? Et si on ne peut pas nous donner notre efficacité, qui sommes-nous? Je vous demande de partager massivement ce direct.